Oui, j'ai entendu parler des régionales. D'ailleurs, ils se demandaient si elles allaient être maintenues ou pas. Je ne savais pas qu'il y avait des élections ce mois de juin, là, de cette année, normalement, en 2021. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. C'est juste au courant des élections l'année prochaine, mais je ne me suis pas intéressée aux élections de cet été. J'en connais au moins un, c'est les régionales, ça doit être ça, ouais, dont on parle d'un éventuel report. Le conseil régional, oui, il y a des questions sur les transports. Honnêtement, non. Je sais qu'il y a des budgets à gérer au niveau d'un département. Les conseils pour les territoires, en fait, les départements. Oui, je vais aller voter parce que je vais voter à chaque élection, c'est important pour moi. Non, je ne serai pas là au mois de juin cette année. Non. Ah, je ne sais pas encore, non, puisque j'étais pas au courant, donc je réfléchirai quand j'en entendrai parler plus en détail. Je ne vais pas aller voter parce que je ne vote plus depuis assez longtemps, quel que soit le scrutin d'ailleurs. Alors vous voyez, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale élection départementale et régionale. Vous voyez qu'il y a besoin d'informations encore sur ce genre d'élection. Et le débat qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut voter aux dates prévues, qui sont les 13 et 20 juin prochains, ou s'il faut reporter ces élections en raison de la crise sanitaire. Depuis vendredi, les 35 000 maires de France ont été consultés et ils vont donner leur réponse aujourd'hui pour savoir s'ils sont en mesure ou pas d'organiser ces élections. Alors nous allons parler de savoir s'il faut ou organiser ces élections aux dates prévues ou les reporter avec Anne-Père Briot. Bonjour. Bonjour Patrice. Bonjour, vous êtes conseillère régionale Île-de-France sortante de la majorité de Valérie Pécresse et vous serez candidate peut-être les 13 et 20 juin, peut-être un peu plus tard, si les élections sont repoussées. Bruno Millienne, bonjour. Vous êtes député MoDem des Yvelines et vous êtes un de ceux qui sont pour le report des élections, de la même façon d'ailleurs que le président de votre parti, François Bayrou. Jean-François Vizier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Bure-sur-Yvette et vous êtes le président du groupe UDI au Conseil régional. Et puis nous avons un grand spécialiste du droit électoral qui est Jean-Pierre Camby, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et vous êtes donc un des meilleurs spécialistes du droit électoral. Vous nous direz si on peut ou pas reporter les élections, s'il faut le faire, et si on pouvait aussi peut-être changer les modalités de vote, parce que ça c'est une question qui est jointe à la première. Alors, Bruno Millienne, je vais commencer avec vous. Je disais, les maires ont été contactés par les préfets pour savoir s'ils pouvaient ou pas organiser ces élections. Est-ce que vous avez, vous, des retours dans votre circonscription de ce que disent les maires ? Alors moi, figurez-vous que quand le Conseil scientifique a rendu son avis justement sur ces dates d'élection, j'ai pas attendu la consultation du gouvernement, ni même celle des associations d'élus, puisque dès le lendemain, j'ai envoyé à tous les maires de ma circonscription le rapport du Haut Conseil en leur demandant leur avis sur ce rapport et quelles difficultés ils voyaient à tenir, ou pas d'ailleurs, ces élections les 13 et 20 juin prochains. Et paradoxalement, j'ai reçu des réponses qui sont plutôt en faveur du report, à près de 70% pour ceux qui m'ont répondu. Il y a à peu près une cinquantaine de maires sur les 87 de ma circonscription. Mais j'ai peur que ce résultat ne soit pas le même que celui que va recevoir le préfet. Je m'explique. Vendredi, un courrier de l'Union des maires des Yvelines est parti chez nos amis maires. Je vous cite simplement la dernière phrase que je trouve un petit peu extraordinaire. Je vous lis, c'est sur le mail. « Je ne peux pas cacher non plus mes craintes face à un report renouvelé et à ses conséquences sur l'investissement public de la région et du département et par conséquent sur la conduite de vos projets municipaux. » Ça sent un tout petit peu le chantage puisque dans la lettre, on dit que bien évidemment, l'Union des maires des Yvelines est plutôt pour le maintien. 2 points simplement, si vous me permettez, Patrice, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. D'abord, premièrement, il n'y aurait pas de déni de démocratie sur ce qui concerne les régionales, puisque je rappelle à tout le monde quand même qu'on a été élu en décembre 2015, oui, que cette élection avait déjà été reportée pour des causes évidemment de terrorisme, et que là, j'avais pas entendu parler les grands élus. Personne n'avait poussé des cris d'orfraie sur ce décalage des régionales, puisque ça laissait aux putatifs candidats à la succession des sortants un peu plus de temps pour
préparer leur campagne. Donc, si je comprends que ça puisse gêner pour les départementales, puisque là, l'échéance est passée déjà sera passée depuis 3 mois. En revanche, pour les régionales, franchement, si on fait ça au mois d'octobre, alors qu'on aurait dû faire ça au mois de décembre, en théorie, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en introduction du débat. Alors Jean-François Vigier, j'interroge évidemment vous êtes le président du groupe UDI au Conseil régional, vous êtes aussi maire. Est-ce que vous avez reçu une même consigne de l'Union des maires de votre département que celle de Pierrefonds à laquelle Bruno Millienne faisait allusion? Écoutez, on n'a pas reçu de consigne. Simplement, je rappelle quand même que nos associations représentatives de maires, je parle de l'Association des maires de France et récemment l'Association des maires d'Île-de-France, ont fait part de leur position. Donc je rappelle que ces associations sont composées à la fois d'élus de toutes tendances politiques et d'élus des villes et d'élus des campagnes. Ces deux associations partent d'un constat, oui, la situation sanitaire est tendue, mais ça, on connaît cette situation depuis maintenant plus d'1 an. Oui, les conditions d'organisation des élections dans ce contexte seront sensibles, mais on ne voit pas au nom de quoi on pourrait à nouveau reporter ce scrutin au mois d'octobre, sachant qu'on n'a aucune idée de ce que sera la situation sanitaire en octobre, et si nous pourrons tout autant organiser ce type de scrutin dans des conditions meilleures. Donc, il y a une question sur les conditions d'organisation du scrutin, sur laquelle, alors là, pour le coup, il faut que le gouvernement travaille avec les maires, les élus locaux, ça c'est très important. Mais aujourd'hui, moi, maire d'une commune de 10 000 habitants, je vous dirais que la question se pose pour le mois de juin, mais pour le mois d'octobre, qu'en sera-t-il à ce moment-là? Difficile à dire. Après, il y a d'autres sujets. Qu'en est-il de la proximité de 2 scrutins au mois d'octobre entre une régionale et une présidentielle? Est-ce que cela peut influer sur les conditions d'organisation de cette élection, justement? Ça, c'est une autre question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, l'Union des maires de l'Essonne n'a pas donné de consignes. Mais pour autant, nos associations représentatives ont donné une position. Donc, moi, j'ai envie de suivre cette position. D'accord, donc vous êtes plutôt pour le maintien. On va passer dans un instant au débat, et d'ailleurs, ce que vous disiez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des arrière-pensées politiques derrière ce report? On va en parler dans quelques instants. Ce que je vous propose, avant, pour lancer ce débat, c'est d'écouter le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, à qui j'ai demandé s'il était pour ou contre le report. Il est contre le report, c'est pas une surprise. Oui, je suis pour le maintien, parce que la démocratie doit être respectée. C'est le socle de notre vie en commun. Alors, je suis pour, bien entendu, à la réserve expresse mais chose que je ne crois pas, si les mesures prises par le président de la République et le gouvernement ne permettaient pas de faire baisser l'épidémie, alors là, si l'épidémie flambait, il faudrait se reposer la question. Mais comme je crois que le président de la République et son gouvernement vont réussir à endiguer cette épidémie, en particulier en réussissant la vaccination, et puis après tous les efforts qu'auront fait les Français, les Yvelinois, eh bien, je crois qu'il faut en passer par cette élection, parce que ce grand moment démocratique est nécessaire. Alors, on va examiner un petit peu les arguments des gens qui sont pour le report. Il y a un certain nombre de maires qui disent que ça va être très difficile d'organiser de manière démocratique ce scrutin. D'abord, comment trouver des assesseurs? Est-ce qu'il faut les vacciner? Et comment les faire vacciner avant le scrutin et assez longtemps avant le scrutin pour qu'ils ne risquent rien? Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Alors, on a un problème, mais qu'on avait déjà avant même la pandémie, qui est l'organisation des élections départementales et régionales en même temps, parce que ça oblige à dédoubler les bureaux de vote. Bon,
C'est comme ça, c'est fait, on le savait, il faudra faire avec. Pour ce qui est de la vaccination, ils ont raison, ces maires, et naturellement, c'est quand même pas très compliqué d'organiser la vaccination de ces assesseurs dans les 15 jours qui précèdent le scrutin. Alors, deuxième argument, c'est celui de la campagne, c'est de dire, en période, en effet, de confinement, et on ne sait pas jusqu'à quand exactement ça va durer, ça va être très compliqué de mener une campagne électorale. C'est vrai. Ça va être des campagnes différentes, il va y avoir beaucoup de numérique. On en a tous pris un peu l'habitude, on travaille tous maintenant largement en télétravail, en visioconférence. Nos électeurs sont aussi très habitués maintenant, donc oui, on va faire campagne de façon un petit peu différente, c'est pas idéal, mais le résultat est plus important que les moyens. Le résultat, c'est qu'il faut impérativement le renouvellement des exécutifs départementaux et régionaux, ne serait-ce aussi que pour des raisons économiques. Les régions et les départements sont les principaux investisseurs dans la sphère publique. Ils investissent plus que l'État. Et on a besoin d'investissements pour relancer la machine économique. Alors, troisième argument, alors on l'a vu un petit peu avec l'expérience des municipales, c'est évidemment un risque d'abstention qui est encore plus grand que le municipal, parce que le municipal, c'est l'élection préférée des Français. Sur les départementales, les régionales, ils se mobilisent généralement un peu moins. Là, il y a un gros risque d'une énorme abstention, et donc de la légitimité des élus. On a connu pour les élections municipales une assez forte abstention liée à la pandémie. Ça n'a pas empêché les exécutifs municipaux de se mettre en place. Le principe républicain, c'est que les absents ont toujours tort. Donc, quand on a vu des villes basculer parce que l'électorat s'était pas assez mobilisé, que ça serve de leçon à chacun. On ne peut pas arrêter la démocratie, et la démocratie passe par le respect des échéances. Il faut vraiment des conditions totalement exceptionnelles pour reporter ces échéances. Et j'ajouterais, Patrice, que les reporter quand ? Alors on ne peut pas les reporter sine die ad vitam aeternam. Donc ça voudrait dire les reporter en septembre ou octobre. Septembre-octobre, rien ne nous dit que la pandémie sera finie. Septembre-octobre, on sait bien qu'il y a le grand rendez-vous de l'élection présidentielle et que le débat commence toujours 6 mois avant. Il faut donc reporter ça après les élections présidentielles, mais après les élections présidentielles, il y a les élections législatives. On ne va pas passer l'année 2022 à voter tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Donc, je crois que c'est plus raisonnable. Il y a un risque d'abstention. Profitons des médias comme le vôtre pour dire aux Français, votez, faites voter, allez voter. Le vote est essentiel. Merci beaucoup, Pierre Bédier. Merci à vous. Alors c'est le débat, évidemment, faut-il maintenir ou reporter ces élections? On accueille Philippe Benassaïa, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes député LR des Yvelines. Bruno Millienne nous disait il y a quelques minutes que 70% des maires de sa circonscription étaient favorables au report. Est-ce que vous avez un retour des maires de votre circonscription ? Oui, c'est le contraire. Dans la circonscription, j'ai pas le pourcentage précis, mais on est plutôt à front renversé dans la 11e circonscription. C'est que les maires, majoritairement, mais il y a moins de communes que dans la circonscription de Bruno. J'ai beaucoup moins de communes puisque j'en ai 7. Mais majoritairement, les élus locaux, puisque j'ai pas consulté que les maires, mais également les élus locaux, sont plutôt favorables à un maintien des élections en juin. Et vous l'êtes aussi, évidemment. Alors, oui. Demain, il y a une séance à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Comment ça va se passer? Quel est le pouvoir de l'Assemblée sur la tenue ou pas de ces élections? Jusqu'à maintenant, le pouvoir de l'Assemblée, il est, je dirais, consultatif. C'est-à-dire que, en général, les décisions sont prises probablement avant, et ensuite il y a un débat qui s'effectue à l'Assemblée nationale, mais qui ne bouleverse pas. Mais ça, c'est la règle démocratique. Il y a une majorité, il y a une opposition. Nos avis sont entendus, mais pas forcément pris en compte. Mais voilà, il y aura un débat et puis ensuite on verra comment ça se passe. Moi, je suis plutôt favorable en effet au maintien des élections en juin. Et je pense que c'est plus important, mais Pierre Bédier a presque tout dit sur les problématiques de report d'élections en septembre ou en octobre, à quelques mois d'une présidentielle.
Et puis, je suis pas favorable moi, au tripatouillage comme ça constitutionnel des élections. Ces élections peuvent se tenir. Les pays européens ont voté également concomitamment à nos élections. Donc, je pense que on peut très bien, avec beaucoup de prudence, bien sûr, et beaucoup de respect des gestes barrières, effectuer ces élections. Bruno Millienne, vous êtes donc favorable au report. Est-ce qu'il y avait quand même cette question qui est importante, c'est la question de la vie de la démocratie. On a vu l'abstention aux municipales. Pour les régionales et pour les départementales, elle risque d'être encore beaucoup plus forte, cette abstention. Mais moi, mes inquiétudes sont plutôt là-dessus. D'abord, je rappelle que pour les élections régionales, il n'y a pas de déni démocratique, encore une fois, puisque normalement le mandat des élus régionaux court jusqu'en décembre 2021. Bien évidemment, il faut qu'on fasse les élections avant, parce que là, on est trop proche de l'élection présidentielle. Donc, il n'y a pas de déni démocratique pour ce qui concerne les régionales. On pourrait considérer qu'il y en a un si on retarde encore pour les départementales, puisque là, les élections auraient dû avoir lieu en mars. Et on est déjà en retard. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai très peur, enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu recevoir comme mail, hein, je vous l'ai dit, j'ai pas attendu les consultations des uns et des autres pour faire les miennes. Ce que j'ai reçu comme avis, c'est plutôt de dire, au mois de juin, vous pouvez faire des élections, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Les Français seront pas là. Parce que ça fait plus d'1 an qu'ils sont sous cloche, et si ça se dessert, comme on l'espère tous, et c'est aussi un des arguments qui plaident en faveur, au moins pour les régionales. Et moi, je suis pas persuadé que le gouvernement soit d'accord avec moi, d'ailleurs, hein, je vous le dis. Hein. Je le dis à l'intention aussi de Philippe, le gouvernement n'est pas forcément aligné sur ce que je dis. Mais oui, il y a peut-être une différence entre La République En Marche et le MoDem, d'ailleurs, hein, sur cette... Non, mais je pense pas que ça se situe là. Là, je pense que c'est vraiment des intimes convictions. Alors évidemment, il y a les partis politiques qui jouent, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'étais même pour un report beaucoup plus lointain, mais bon, ça, c'est mon avis que personnel. Mais ce qui plaide aussi pour fin septembre ou début octobre, c'est que là, la vaccination aura joué son plein. Les Français auront pu quand même passer un été un petit peu plus proche de la normale que ce qu'ils ont vécu depuis 1 an et demi, et auraient été peut-être plus plus à l'écoute, en tout cas, de tous les candidats, des programmes présentés, et plus motivés pour aller voter qu'au mois de juin. Donc il y a ce risque, pas d'illégitimité, mais d'une abstention très très forte. Je vous rappelle quand même que quand il y a eu les élections législatives en 2017, l'abstention avait été très forte. Et évidemment, on nous a tous taxés de députés illégitimes. Je ne sais pas ce que diront les conseillers régionaux élus s'ils sont élus avec moins de 40% des inscrits. Voilà, c'est juste ça. On prend ce risque-là, mais Pierre Bédier a raison hein, quand il dit ceux qui ne vont pas voter ont tort. Évidemment, les absents ont toujours tort, mais quand même, dans le ressenti, il y a ce danger-là. Et encore une fois, moi, je décorrèle les deux élections, hein, très, très clairement. Et je pense que le débat, je termine là-dessus, le débat est important. Philippe a raison, Philippe Bennassaya a raison. Notre avis ne sera que consultatif. Mais là, je vois quand même mal le gouvernement se passer de l'avis consultatif des deux chambres. Parce que là, c'est quand même sur la démocratie de notre pays qu'on joue et sur les élections, sur les institutions. Ça va être quand même compliqué de ne pas tenir compte des votes, fussent-ils consultatifs. Alors, je vais interroger Anne-Père Brio et Jean-Pierre Corbie dans un instant, mais Philippe Bennassaya doit nous quitter. Donc, juste une dernière question. Est-ce que, Philippe Bennassaya, vous verriez dans le report, s'il avait lieu, un calcul politique au-delà du calcul sanitaire, enfin, au raison de la situation sanitaire? Je ne sais pas si on peut parler de calcul, mais en tout cas, il y a une peur. Il y a une peur probablement de l'abstention, comme le disait Bruno, mais également, moi je pars pas perdant, je me dis qu'une élection, il faut aller chercher les électeurs, il faut les faire, on avait dit ça pour mars 2020 pour les municipales, vous allez voir, c'est vrai qu'il n'y a pas une participation extraordinaire, il ne faut pas exagérer, c'est vrai, mais il y a eu quand même une participation, il y aura une participation également en juin si c'est maintenu. D'abord, je rappelle, hein, il y a les départementales et les régionales en juin, donc il y a 2 élections totalement déconnectées. C'est pas les mêmes logiques de vote d'ailleurs. On vote pas au régional comme on vote au départemental. Ce sont 2 stratégies différentes. Les régionales, c'est plutôt un vote, j'ai envie de dire, de bilan régional, certes, mais également c'est un tour de chauffe national, j'ai l'impression. Alors que les départementales, c'est un vote très local, c'est un vote de gens qu'on connaît, de sujets de proximité, etc. Non, je ne sais pas si c'est un calcul, mais bon, on peut pas non plus écarter le sujet. Le problème sanitaire sera peut-être également présent en octobre, qui le sait, avec les variants qu'on connaît aujourd'hui. On ne sait pas si on sera sorti en octobre, donc on ne va pas reporter sine die constamment les élections parce qu'il y a un risque. Il va falloir maintenant vivre avec, et vivre avec, il faut prendre les mesures nécessaires pour que la démocratie revive, reparte, et qu'on prenne des risques, je suis désolé de le dire, prenne des risques pour que cette démocratie passe.
Maintenant, si c'est reporté en octobre, il y aura toujours cette espèce de petite musique arrière-pensée de calcul électoral, forcément. J'entends également aussi, je ne suis pas complètement sourd, j'entends également certains élus d'En Marche qui disent que mieux vaut peut-être prendre les élections en octobre qu'en juin. Je répète ce que j'entends. Moi, ça m'est égal. Juin ou octobre, ça ne changera pas les résultats électoraux. Je préfère que ça se passe en juin. Bruno a raison pour les régionales. C'est vrai qu'on est encore dans le timing. Dans les délais. Mais départemental, on n'est plus dans les délais. En juin, il faut voter. Il faut voter. Donc, et moi, j'aime bien que le calendrier électoral soit respecté. Il faut prendre un risque. Il ne faut pas avoir peur des élections. Il ne faut pas avoir peur des électeurs. Il ne faut pas avoir peur des résultats. Il faut y aller. Il faut faire campagne. Merci beaucoup. Je vais vous libérer, Philippe Bendassaya. Je ne sais pas si le mot est adapté, puisque vous allez, je crois, à la prison de Bois d'Arcy. Mais enfin bon, je vous libère quand même. Alors, je vais à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Maison d'arrêt. Premier point. Essaye de revenir, Philippe. Oui, t'inquiète pas, Bruno, je serai là. Mais je reçois Gérard Larcher, donc il faut que j'y aille. Voilà. Bonne visite. Merci infiniment, Philippe Bendassaya. Anne-Père Briot, il y a une question qui se pose. Vous êtes candidate avec Valérie Pécresse. Il y a la question quand même de la campagne électorale. Là, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes en mesure de faire une campagne électorale? Alors, je vais être un petit peu plus cash parce que j'ai vraiment une liberté de parole. Je suis citoyenne aussi avant d'être élue et je voulais quand même dire un petit mot sur le report ou non des élections. Je voulais quand même dire que pour moi, en tant que citoyenne et élue, ce serait vraiment un aveu d'échec de l'exécutif. Mais je trouve que la ficelle est un peu grosse. Je trouve que quand on s'engage à rouvrir les écoles fin avril, les bars, les restaurants mi-mai, qu'on s'engage à avoir 30 millions de vaccinés mi-juin, je ne vois absolument pas pourquoi on reporterait à nouveau ces élections. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, en tant que citoyenne et élue, on a vraiment l'impression, comme les commerces où il y a les essentiels, les non essentiels, que les élections locales sont vraiment des élections non essentielles. Et c'est à nouveau, on retrouve ce travers de l'exécutif qui n'a pas grande considération pour les élus locaux, qui n'a pas grande considération pour tous ceux qui bossent tous les jours sur le terrain en tant qu'élus locaux. On travaille sur des domaines extrêmement concrets et je pense que tous les pays européens, Gérard Larcher disait 13 pays européens ont voté ou vont voter. On ne voit vraiment pas la raison d'un nouveau report de ces élections. Vraiment, voilà. Donc ça, c'est pour la partie report. Pour la partie campagne, en fait, on fait une campagne d'une toute autre génération, j'allais dire. Donc, on a totalement adapté nos méthodes de campagne. On fait des visios. Au lieu de tracter, on boite, ce qui nous empêche pas de rencontrer aussi des gens sur le terrain. Donc voilà, donc je ne vois pas vraiment des raisons particulières qui nous empêcheraient. On va faire nos courses dans les magasins essentiels, on rencontre des gens. Non, je ne vois pas de raison pertinente pour reporter à nouveau cette campagne et cette élection. Alors, avant d'interroger Bruno Mulliez pour qu'il vous réponde, on va peut-être faire un point un peu juridique avec Jean-Pierre Camby. D'abord, est-ce que le report est légal? Bruno Mulliez soulignait la différence entre les régionales et les départementales. Est-ce que les départementales, par exemple, on peut les reporter sine die ou pas? Est-ce qu'on a le droit? Qui décide de ce report? L'Assemblée et le Sénat vont en discuter mardi et mercredi, mais est-ce que c'est l'exécutif qui est responsable de ce report? Peut-être pouvez-vous nous éclairer sur ce plan juridique. Alors, d'une part, je voudrais dire qu'il faut distinguer le débat qui aura lieu au Parlement, qui est une déclaration du gouvernement suivie d'un débat. Ce vote est effectivement purement consultatif, mais en revanche, si l'on voulait reporter une échéance électorale quelconque, la première condition, c'est qu'il faut une loi.
La preuve, c'est qu'on a d'ores et déjà reporté par la loi du 22 février dernier les élections départementales et régionales. Donc, on serait là dans un cas inédit de nouveau report, de report du report. La deuxième condition, c'est que non seulement une loi doit être votée, alors j'entends bien que le gouvernement peut avoir sa majorité, encore que on voit bien que ce ne sont pas des clivages forcément traditionnels qui sont là en cause. Mais en toute hypothèse, il faudrait qu'une loi soit votée. Deuxième condition, il faut que cette loi soit constitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel nous dit quoi, s'agissant des reports d'élections? Il nous dit d'abord qu'il faut un motif impérieux, motif d'intérêt général. Je ne vois pas bien où il serait dans le fait que la situation sanitaire serait plus ou moins dégradée en juin. On n'en sait rien. Ensuite, le Conseil constitutionnel nous a toujours dit que les reports devaient, au regard des règles de démocratie, être exceptionnels, pour une durée limitée. Et là, une fois encore, je le répète, on serait dans un cas inédit que le Conseil constitutionnel serait amené nécessairement à trancher. J'ajoute une dernière chose. Sur la campagne, les campagnes électorales sont d'ores et déjà commencées. Elles ont débuté. Et par conséquent, il n'est pas possible, me semble-t-il, de reporter à nouveau ces campagnes sans, une fois encore, modifier profondément la loi elle-même. J'ai juste une précision, pardon. La loi du 22 février à laquelle vous faisiez allusion, qui a reporté ces élections au mois de juin, est-ce qu'elle ne laissait pas ouverte la possibilité de les reporter à nouveau en fonction de l'état de la situation sanitaire ? Alors, naturellement, à chaque fois, c'est comme pour les municipales, vous avez cette soupape. Cette soupape consiste à dire « nous demandons l'avis du conseil scientifique ». Mais en l'espèce, l'avis du conseil scientifique n'est pas négatif. Il a été négatif pour les élections des Français résidant hors de France, mais cette fois-ci, il est positif sous conditions sanitaires. Par conséquent, cette soupape ne joue pas en l'état actuel. Bruno Millienne, c'est passionnant ce que vient de dire Jean-Pierre Comby, parce qu'il pose le problème sur un plan constitutionnel avec, semble-t-il, l'idée de dire que le report ne serait peut-être retoqué par le Conseil constitutionnel, ou la loi en tout cas. Mais Jean-Pierre Comby a tout à fait raison, et je n'irai pas contre lui, bien évidemment. Mais pour répondre un petit peu aux questions, moi je me pose aussi d'un point de vue purement pratique. Vous voyez bien que si on doit vacciner, comme c'est une double échéance, une double élection, si on doit vacciner les assesseurs, on a fait les calculs, c'est entre 600 000 et 700 000 personnes qu'il faut vacciner. C'est énorme. Et c'est pas, comme le dit, je suis désolé de contredire Pierre Bédier, c'est pas simplement 15 jours après, puisque les effets des vaccins, pour que ce soit à peu près efficace, il faut attendre 3 semaines. Jean-François et Anne, qui ont eu des postes au sein de municipalités, savent très bien que trouver ces assesseurs, des fois on les trouve 3-4 jours avant le vote. Et en allant chercher tout le monde, hein, parce que des fois c'est compliqué de trouver des assesseurs. Or là, il faut les multiplier par 2 et en plus, il faut les vacciner 3 semaines avant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment vous allez expliquer, dites-moi comment vous allez expliquer aux profs, aux policiers, aux pompiers, aux soignants, aux caissières, à tous ces gens qu'on veut vacciner en priorité parce qu'ils sont au contact direct de la population et que c'est eux qui risquent le plus de contracter le virus qui court toujours, qu'on va faire passer entre 600 et 700 000 assesseurs en priorité, voire même les candidats de toutes les listes régionales, parce que pour le coup, allons jusqu'au bout, et on sait très bien, en régional et départemental d'ailleurs, et on sait très bien que pour les régionales, ce sont des listes départementales à plus de 20 personnes, 23 personnes pour les Yvelines, il me semble, 23 personnes, même plus d'ailleurs, 29. Et voilà. Donc moi, je me place simplement en termes de logistique. En termes de logistique, quand je parlais de la décorrélation entre les deux élections, pour moi, ça ferait sens. Ce serait plus simple d'organiser au mois de juin. Et moi, je suis pour ça. Hein, j'ai pas de souci là-dessus. Les départementales, parce qu'on a déjà passé l'échéance démocratique de mars.
Et peut-être mettre les régionales en septembre-octobre, ce qui ne ferait pas une grosse différence, puisque je vous rappelle encore une fois que le mandat des élus régionaux court jusqu'en décembre 2021. Voilà, c'est simplement pour décorréler les deux, faciliter la vie des maires et peut-être donner un petit peu plus d'intérêt à ces élections aux électeurs. Voilà, ça c'est pas un avis constitutionnel, Monsieur Cambi, c'est mon avis à moi, on va dire d'un peu de bon sens ou de logique. Voilà. Ouais. Avant de passer la parole à Jean-François Vigier et Anne-Pierre Briot, juste un mot, Jean-Pierre Cambi, on pourrait juridiquement découpler les élections départementales et les élections régionales ? Oui, bien sûr, mais à nouveau, il faut nécessairement qu'une loi soit votée pour le prévoir. Je voudrais ajouter un élément sur le report. C'est que on a de toutes les façons une date qui est fixée, alors là pour le coup par la Constitution elle-même, c'est la date de l'élection présidentielle. Plus on reportera d'autres échéances, plus on se trouvera dans des situations problématiques, notamment au regard des comptes de campagne, entre des personnes qui seraient candidates ou feraient candidature pour une élection présidentielle et seraient candidates ou soutien de candidature pour des élections départementales ou régionales. Ça poserait un inextricable problème pour distinguer les comptes de campagne de candidats à la présidentielle et les comptes de campagne qui doivent démarrer au 1er juillet et les comptes de campagne des élections régionales et départementales qui ont déjà démarré. Juste par curiosité, pardon, mais si, par malheur, la situation sanitaire s'aggravait, on peut imaginer un report des élections présidentielles ? Pour l'imaginer, il faut réviser la Constitution. Ah oui. Il n'y a pas d'autre solution. Les dates découlent directement de l'article 7 de la Constitution. Jean-François Vigier, on peut l'imaginer, bien entendu. Si la situation se dégradait à nouveau, il faudrait prendre une mesure d'extrême urgence, mais le blocage juridique, c'est la Constitution elle-même. Je me souviens qu'aux États-Unis, il en avait été question. Trump, à un moment, voulait reporter, mais je crois que c'était absolument impossible selon la Constitution américaine. Jean-François Vigier, ce que disait Bruno Millienne, justement, sur les assesseurs, vous les trouvez comment, et puisque vous êtes maire de Murs-et-Rivette, vous les trouvez comment et à quel délai ? Est-ce que c'est pas faux ce qu'il dit ? On les trouve généralement à quelques jours du scrutin, pas 3 semaines avant ou pas un mois avant. J'ai plusieurs points de désaccord avec mon ami Bruno Millienne que je vais essayer de résumer. D'abord, c'est la première fois que j'entends que les électeurs ne seraient pas présents à une élection, à un scrutin dès lors qu'il est convoqué. Je pense que les Français ont toujours été là et ont répondu présent au scrutin. Le problème, effectivement, c'est que on a affaire aux 2 scrutins départementaux et régionaux qui intéressent, pardonnez-moi, le moins les Français avec les élections européennes dans la liste des scrutins nationaux. Pour autant, je ne crois pas une seconde que tout le monde sera parti au mois de juin dès lors que il y aurait un desserrement des contraintes sanitaires. Ce sera à nous aussi au gouvernement, aux élus, aux instances qu'on doit renouveler de faire la promotion de ce scrutin. On sait de toute façon, mais on l'a vu pour les municipales, qu'il y aura vraisemblablement moins de votants, mais il y en aura tout autant moins en octobre si jamais c'était reporté. Le deuxième point avec lequel j'ai un désaccord avec Bruno Millienne, c'est la question de la vaccination nécessaire des assesseurs et d'une pénurie programmée de vaccins. Aujourd'hui, les chiffres qui sont annoncés par le gouvernement disent le contraire, parce que je pense qu'il y a eu de gros efforts de fait pour obtenir les vaccins nécessaires. J'en veux pour preuve que le ministre de la Santé a annoncé ce week-end l'ouverture de la vaccination à partir d'aujourd'hui aux plus de 55 ans. Donc, je ne peux pas imaginer une seconde que cela nous mette en pénurie pour vacciner des assesseurs dont on sait pour une très large majorité d'entre eux qu'ils sont bien au-delà de l'âge de 55 ans. Donc, pour moi, ce n'est pas le sujet de la nécessaire vaccination, et qui, je pense, est importante pour les assesseurs.
Moi, je pense que les assesseurs, on peut les trouver parce qu'on a des militants dans nos villes qui se font toujours un point d'honneur à participer au scrutin. Je pense par contre que l'organisation du scrutin, les lieux dans lesquels devrait se tenir ce scrutin, il faut bien en parler entre le gouvernement et les élus locaux parce qu'il y a sûrement des décisions à prendre par rapport aux écoles qui accueillent le plus souvent ces scrutins. Et puis, je voudrais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Pierre Bédier. L'important, c'est de se dire, on donne le go à une date. On donne le go à la date du mois de juin. Si d'ici là, il y a une flambée, si les chiffres restent alarmants, voire la contamination augmente, et bien dans ce cas-là, on prend une décision nationale en connaissance de cause qui marque l'impossibilité de tenir le scrutin. Mais aujourd'hui, à mon sens, on n'en est pas encore là. Anne-Père Brio, il y a quand même ce risque que soulignait Bruno Millienne, qui est celui de l'abstention. On a vu aux élections municipales peut-être parfois des élections faussées par cette abstention. Est-ce que vous ne craignez pas que la même chose se produise aux élections départementales et régionales ? Alors, je pense qu'on n'est absolument plus dans le même état d'esprit qu'en mars 2020, où il y avait vraiment l'apparition du coronavirus. On ne savait pas ce que c'était. Tout le monde était pétrifié, tétanisé par cette annonce qui est intervenue quasiment l'avant-veille du déplacement dans les bureaux de vote. Et donc, évidemment, il y a eu une abstention massive et donc beaucoup de scrutins qui n'ont pas été du tout significatifs d'un vrai engagement de la population pour un candidat. Moi, je pense que c'est avec des attitudes comme ça qu'on finit par susciter l'abstention. Je trouve qu'on est vraiment dans un exemple, on joue vraiment avec la démocratie et c'est pas du tout à l'honneur de notre président de la République. Gérard Larcher le soulignait en disant que c'est quand même un exécutif qui régulièrement contourne le Parlement par le recours aux ordonnances. Il évaluait même le nombre de textes à plus de 50%. Et je pense que là, il y a un vrai sujet sur si vous voulez, le risque d'abstention par ce type d'attitude et après le risque de défiance ou de non-utilité vis-à-vis des élus quand on vit ce type d'épisode. Et puis, je voulais dire aussi vous aviez posé tout à l'heure la question, Patrice, y a-t-il une idée derrière la tête de l'exécutif? Et je dirais qu'après... Qui est proche de Valérie Pécresse, voilà. Voilà. Et après deux épisodes marquants de ce week-end, d'une part, donc, cette consultation précipitée vis-à-vis des maires de vendredi soir à lundi matin, et puis le sondage du Parisien, quand même. Le sondage du Parisien, où on voit que les intentions de vote sont à 34% pour Valérie Pécresse et à 11% pour Laurent Saint-Martin. Et donc, effectivement, j'imagine qu'il y a un gros stress dans l'exécutif et qu'on met tous les moteurs en route pour y aller. Pour ne pas y aller, plus exactement. Voilà. Et puis, dernière chose, je pense que quand on veut, on peut. La vaccination des assesseurs, si on veut le faire, on peut le faire. Or, pour l'instant et depuis 1 an, aucun protocole n'a été même étudié on savait que ces élections allaient avoir lieu. Aucun protocole n'est étudié. Et je pense que peut-être une idée, vous savez qu'on a des réserves civiques où des gens s'engagent. Eh bien, pour les assesseurs, pourquoi ne ferait-on pas appel à la réserve civique pour que les gens... Il n'y a pas plus citoyen, il n'y a pas plus civique qu'un vote. Pourquoi on ne ferait pas appel à ces personnes? Voilà, c'est une idée. C'est une possibilité. Bruno Millienne, je vous laisse répondre et puis on va passer quand même à une autre question qui est importante. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi ouvrir les modalités de vote pour les élections? Mais peut-être une réponse à ce que viennent de dire Jean-François Vigier et Anne-Père Brio. Non, moi j'entends bien ce que vous dites. Évidemment, c'est pas impossible j'ai jamais dit que c'était impossible d'ailleurs de
de vacciner entre 600 et 700 000 assesseurs. Hein. Vous n'avez pas entendu ça de ma bouche. C'est totalement possible avec les réserves qu'on va avoir. Je dis simplement qu'il faut le faire 3 semaines avant les élections, et ça peut on peut avoir des complications pour arriver à trouver tous ces assesseurs. Et puis, c'est comment les gens percevront ceux qui sont aujourd'hui prioritaires, que pour des élections, des assesseurs soient prioritaires par rapport à eux. C'est juste ça. C'est pas le fait de pouvoir le faire ou pas. Bien sûr qu'on peut le faire. C'est pas le problème. Je vais revenir sur un point, sur toutes les démocraties qui ont voté effectivement en pleine pandémie. Je voudrais quand même rappeler à mes collègues que toutes ces démocraties ont recours aussi au vote par correspondance. Nous l'avions demandé avec le groupe Modem et démocrate à l'Assemblée nationale. Ça nous a été refusé. Toutes ces démocraties ont le vote par correspondance inscrit dans leurs institutions depuis très longtemps. Donc effectivement, ça facilite totalement le vote, même dans un cas d'urgence sanitaire ou d'urgence terroriste, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme urgence qui font que c'est compliqué de tenir un bureau de vote en présentiel. Dernier point par rapport à ce que peuvent dire les maires ou les citoyens. À l'instant, je reçois un mail, je vous dis, il y a une consultation sur une des communes de ma circonscription, une commune de 3 975 habitants. 1831 se sont prononcés, 1279 sont pour un report des élections et 552 pour le maintien, avec des réponses, paraît-il, assez virulentes de personnes qui trouvent scandaleux d'organiser des élections à ce moment-là, alors qu'ils vivent sous cloche depuis un an. Moi, je vous dis les remontées de terrain. Je suis pas en train de raconter des sottises. Maintenant, c'est pas un calcul politique que vous faites, c'est un calcul de savoir si on peut ou pas organiser ces élections. C'est ça. Voilà. Alors, pour répondre à Anne-Père Briot sur le fait que la majorité présidentielle voudrait avoir plus de temps pour éventuellement gagner des régions. Anne-Père Briot me connaît bien, elle sait que je suis pas né de la dernière pluie et que l'avance considérable qu'a pris Valérie Pécresse, il y a de fortes chances qu'elle la conserve. Ça n'empêche pas d'y aller pour gagner. Donc je pense pas que le fait de reporter, je parle que des régionales, du mois de juin au mois d'octobre, obère de manière considérable les résultats attendus par les uns et par les autres. Donc ça, pour moi, c'est un faux argument. Et là, je relance le débat donc sur les modalités de vote. Oui. Je trouve dommage qu'en 2021, on n'ait pas accès à d'autres modalités de vote que le présentiel. On a déjà les procurations. Vous avez vu aux États-Unis, hein, le vote par correspondance existe depuis la fin de la guerre de sécession et il n'y a jamais eu de preuve avérée de fraude. Si on avait eu ça, on l'a demandé bien avant. Donc ne nous dites pas qu'on n'a pas anticipé, on le voyait venir. On a demandé bien avant notre groupe. On a posé la question, on a même fait un débat là-dessus à l'Assemblée nationale pour avoir le vote par correspondance. Il a été rejeté. Moi, je me remets à la décision de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais c'est dommage qu'on n'ait pas cet outil-là, parce que là, du coup, il n'y aurait plus de contestation possible, puisque tout le monde pourrait voter en son âme et conscience depuis chez lui. Voilà. Alors, on va justement passer à cette partie sur les modalités de vote. Jean-Pierre Corbie, d'abord un point. Je crois qu'on parlait de la participation. Ce que disait Pierre Bédier, les absents ont toujours tort. Juridiquement, il a raison. C'est-à-dire qu'une élection, il faut quoi? Il faut une participation minimale ou pas pour être élu? Participation minimale pour être élu? Non, jamais, dans aucune circonstance. Participation éventuelle pour être au second tour, notamment au municipal, oui, évidemment, elles peuvent là aussi découler de la loi. Mais le Conseil constitutionnel a jugé à propos des municipales l'année dernière que le taux de participation n'était pas un critère déterminant de l'élection elle-même. Ce n'est pas en fonction du nombre des participants ou plutôt c'est en fonction du nombre des votants que se détermine l'élection et non pas en fonction du nombre des inscrits. Alors, parlons de ces modalités de vote. Vous-même, vous êtes assez réticent, vous êtes spécialiste du droit électoral, assez réticent à l'ouverture d'autres modalités de vote. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la symbolique. Le fait de se rendre aux urnes depuis la Troisième République est fondamental. Ensuite, lorsque vous votez pour prendre l'expression à la mode, en présentiel, vous êtes certain de la bonne destination de votre vote. Vous êtes certain que c'est vous-même qui mettez votre enveloppe.
Dès lors qu'on introduit des modalités distancielles, on tombe sur plusieurs problématiques. Première problématique, vous avez incontestablement un risque d'erreur. Si on prévoit à la fois un vote par correspondance et un vote à l'urne, des personnes peuvent très bien avoir voté par correspondance, puis se rendre à l'urne, etc. Ça poserait d'incontestables problèmes techniques. Et ensuite, toute dématérialisation implique qu'à un moment donné, vous soyez privé du fait que c'est vous-même qui votez. Alors, il faut inventer, pour aller dans le sens de ce que souhaite M. Millienne, il faudrait inventer des systèmes dans lesquels il y aurait un vote électronique, mais dans lesquels on se rendrait tout de même aux urnes, ou bien des systèmes dans lesquels on garantirait à l'électeur, mais ça je n'en connais pas, que son vote par correspondance est bien son vote. Sinon, risque de fraude, risque de piratage. Si on a arrêté le vote par correspondance à l'époque uniquement postale dans ce pays en 1975, c'est uniquement à cause des risques de fraude. Et pourtant, regardez, en Allemagne, ça existe, et je crois que la Cour fédérale a décidé de ne plus examiner les plaintes de fraude parce qu'il n'y en a pas. Donc ça peut exister à l'étranger. Jean-François Vizier et Anne-Père Briot, sur ces modalités de vote, est-ce que vous êtes partisans d'une ouverture, enfin d'une modernisation de ces modalités de vote, en tout cas? Moi, écoutez, je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Bruno. Aujourd'hui, c'est vrai, monsieur le professeur vient de le rappeler, il y a une histoire française du dimanche électoral qui est profondément enracinée dans la vie politique. On vote le dimanche, le jour n'est pas non plus choisi au hasard. Il y a d'autres démocraties dans lesquelles on vote un jour de semaine. Là, c'est un moment très fort. Et pour nous, les élus locaux, pour nous, les maires qui organisons ces dimanches, eh bien, nous savons combien nos concitoyens y sont attachés. La question, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde dématérialisé, de plus en plus. Qui aurait pensé qu'un jour, on remplirait nos feuilles d'impôt par voie dématérialisée sans envoyer un document papier? Pour le vote, il me semble qu'aujourd'hui, on doit trouver le moyen sécurisé de pouvoir voter en distanciel, alors avec effectivement en prenant en compte tous les écueils qu'a cité monsieur le professeur tout à l'heure, mais il me semble que ça doit être possible. Et regardez d'ailleurs depuis le début de la pandémie, dans nos collectivités locales, eh bien, il est vrai que certaines encore réunions se tiennent en présentiel, mais il y a des réunions qui se tiennent en visioconférence et pour lesquels le vote est organisé et nous arrivons à voter de façon, je dirais, sécurisée et apaisée. Donc moi, je pense qu'il va falloir se pencher très clairement sur cette question. Anne-Père Briot ? Alors, tout à fait d'accord avec toi, Jean-François. En attendant, on voit que dans des pays comme l'Espagne, par exemple, puisqu'on n'aura pas le temps, évidemment, d'organiser ces modalités dans l'immédiat, donc il y a des organisations qui se sont faites sur plusieurs jours ou en réservant des créneaux aux plus fragiles. Donc, c'est aussi une possibilité. Et puis, troisième point, Patrice, vous preniez comme exemple l'Allemagne, Patrice. Croyez-vous vraiment que la mentalité et la culture française peut être comparée à celle de l'Allemagne? Donc en Allemagne, oui, je pense que c'est possible. Il y a des fraudes avec. Il y a des endroits où il y a des fraudes quand même avec le vote dans les urnes. Non, excusez-moi, Patrice, juste une précision. Quand je parlais de se pencher sur cette question du vote dématérialisé à distance, il s'agit bien entendu d'une démarche à entreprendre à un moment où il n'y a pas d'enjeux électoraux. C'est-à-dire que pour moi, l'année zéro de ce travail, c'est après la présidentielle et qu'on travaille sereinement sur cette question. Très bien. Bruno, peut-être un dernier mot là-dessus. Le Parlement pourrait se saisir quand même de Mais nous avons déjà eu un débat là-dessus, puisqu'on l'a perdu. Je suis bien au courant, on l'a perdu le débat. Mais on l'avait fait, pourtant on l'avait inscrit suffisamment longtemps à l'avance, puisqu'on était en plein
je crois que c'était à l'automne dernier, et on était en plein dans une situation sanitaire qui nous laissait déjà envisager que effectivement les élections en mars ne pouvaient pas se tenir, et que peut-être il fallait anticiper quelque chose si elles étaient reportées au mois de juin, de manière à aider les gens, si d'aventure la situation sanitaire restait telle qu'elle était, de pouvoir quand même exercer leur droit de vote. Bon, ça nous a été refusé. Moi, je suis content que la question revienne sur le tapis. Et là, je pense que c'est transpartisan et qu'on pourrait se mettre tous autour de la table, effectivement, pour trouver des solutions. Alors, il faut trouver des solutions sécurisées. Mais il y a quand même, enfin, si je reprends l'exemple des États-Unis, depuis qu'ils font le vote par correspondance, il n'y a jamais eu de fraude avérée. Et là, aux élections présidentielles, c'est plus de 100 millions d'Américains qui ont voté par correspondance. Donc voilà. Il faut qu'on trouve un système. Il faut qu'on trouve un système parce que là, c'est encore une fois, pour conclure sur ces élections, moi, ce qui me gêne le plus, c'est la double échéance qu'on met les mêmes jours. Si on avait pu décorréler les deux, déjà, ça aurait facilité la vie à la fois des citoyens et surtout des élus, parce que l'organisation, et c'est pas Jean-François que je vais dire et qui va me contredire, l'organisation de ces élections va être très compliquée. J'en ai bien peur, surtout pour les communes rurales. Hein. Alors Jean-François est au-dessus de ça, mais même pour lui, ça va être compliqué. Alors, on va passer au dernier chapitre de cette émission assez rapidement, la démocratie. On va parler aussi du sondage, évidemment, qui place Valérie Pécresse largement en tête aux élections régionales. Oui, il faudra peut-être aussi parler de comment faire mieux vivre la démocratie dans les départements, dans les régions. Mais je voudrais qu'on s'attarde un petit peu à ce sondage qui est paru dans le Parisien dimanche, qui donne Valérie Pécresse largement en tête avec 34%. La surprise presque, c'est que le Front National est en deuxième position. Oui, alors qu'il ne l'était pas jusque-là. Si vous me permettez, Patrice, sur ce sondage et la deuxième position de Jordan Bardella, je pense qu'il a grillé pas mal de cartouches chez vos confrères de BFM, je crois que c'était hier ou avant-hier, quand on lui a demandé le chiffrage de son projet, ou même quelques questions un petit peu plus précises sur ce qu'était la région et ses compétences. Ça a été la noyade, à peu près similaire à celle qu'a connue sa patronne Marine Le Pen dans le débat face à Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle. Donc voilà. Après, ça sera aux électeurs de juger, mais là, le coup, ça a été un vrai naufrage pour quelqu'un qui veut s'emparer de la région Île-de-France. Oui, mais si on regarde les préoccupations des Français toujours dans ce sondage, c'est 1, la délinquance, 2, l'environnement, 3, l'immigration. C'est-à-dire que des thèmes sur lesquels le Rassemblement national est assez... parle beaucoup, en tout cas. Vous n'êtes pas surpris donc par cette deuxième position et par la faiblesse, au fond... de la gauche, en tout cas au premier tour. Puisque il faut rappeler qu'il y a 5 ans, ça s'était joué, c'était assez ric-rac la victoire de Valérie Pécresse. Hein, Anne Perriot ? Alors oui, alors Patrice, là je crois que vraiment, si tu veux, on a le résultat de la culture Pécresse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas libre pour rien. C'est vrai que elle a amener une autre culture politique dans le panorama régional et français, c'est-à-dire l'action, l'efficacité, s'engager, surtout faire ce qu'on a dit, ce qui est quand même pas banal en politique, hein, et on voit qu'elle a, au bout de 5 ans, eu énormément de résultats concrets pour le quotidien des Franciliens. Par ailleurs, elle a très bien géré sa région. 2 milliards d'économies sur 5 ans en inversant complètement la courbe du fonctionnement et de l'investissement. Hein, c'est-à-dire que c'est une région qui a économisé pour réinvestir massivement sur tout ce qui était un peu laissé à l'abandon depuis 17 ans. Donc, moi, ça ne m'a pas étonnée. C'est vraiment la traduction de sa politique pragmatique et à la fois pragmatique et sécuritaire. C'est-à-dire que vous disiez, c'est effectivement des grands critères. Je pense qu'elle a été très ferme et très engagée, alors que la sécurité n'est pas une compétence directe de la région. Elle s'y est engagée avec Frédéric Pechnard dès le début, avec des mesures qui compensent d'ailleurs le déficit des mesures de l'État sur les commissariats, les équipements de police municipale, la vidéoprotection, etc. Je pense qu'en fait, c'est tout ça
qui fait qu'elle est largement en tête. Largement en tête. Mais alors, peut-être qu'on a une vision déformée, parce qu'il y a une division quand même de la gauche et des écologistes entre Pulvar, Autain et Bayou. Et la gauche reste encore, si elle était unie, elle reste encore assez forte en Île-de-France. Oui, mais elle ne sera pas unie. Non, elle ne sera pas unie. Un mot, parce qu'il faut qu'on se quitte, Bruno Méliade et Jean-François Vigier, sur ces sondages. Pour répondre à Anne-Pierre Briot, la gauche nous a habitués à certaines turpitudes. La non-union du premier tour peut se transformer en union sacrée au deuxième tour. Ça, on le sait tous. Donc, je ne parierai pas sur la non-union de la gauche. Voilà. Donc, et puis après, écoutez, ces élections, elles sont intéressantes parce que moi aussi, je suis capable de dire qu'effectivement, économiquement, même si je ne partirai pas avec Valérie Pécresse, et vous le savez tous, économiquement, elle a fait le job. Moi, je lui reproche un petit manque d'équité, c'est mon point de vue personnel, entre les différentes parties de l'Île-de-France, mais ça, c'est mon point de vue personnel, et puis un certain manque de transparence sur certaines choses. Mais voilà, sinon, on ne peut pas dire que le bilan économique de la région soit négatif. Ce serait mentir que de le dire. Jean-François Vigier, il reste 3 secondes. Non, je pense qu'elle incarne totalement cette région, et en 5 ans, elle l'a amplement montré. Et puis surtout, si on prend l'exemple de la crise Covid, réorienter le navire amiral aussi vite qu'elle l'a fait, aussi efficacement, ça a été vraiment pour montrer que les collectivités locales sont davantage au rendez-vous, même parfois que l'État qui s'est trouvé quand même assez empêché. Il y a eu un travail énorme de fait depuis un an, en dehors de ce qu'a rappelé Anne à l'instant. Voilà. Et puis j'apprends que Bruno ne sera pas avec nous, je suis étonné, moi je pensais qu'on faisait partie de la même majorité, mais bon, peut-être qu'il changera d'avis. Peut-être, il y a peut-être un entre-deux-tours aussi, on ne sait jamais. Merci en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce débat. On en refera un, Jean-Pierre Camby, je pense aussi, il faudra insister pour savoir quels sont les pouvoirs des conseils régionaux, des conseils départementaux, quels sont leurs rôles, leurs compétences. Ça sera très intéressant aussi avant les élections qui auront lieu en juin ou peut-être plus tard, on verra bien. Merci à tous. Merci Patrice. Merci. Merci.